Bonjour à tous. Juste une petite présentation pour cette première partie de la conférence. Donc, une première partie est réservée aux questions de recrutement, donc portées par Profil Culture, puis une deuxième partie sur le crédit d'impôt avec le CAC. Donc, pour ce qui nous concerne, nous représentons Profil Culture, donc un cabinet de recrutement et d'ingénierie culturelle qui intervient dans le secteur culturel, essentiellement dans le secteur culturel. Pour ma part, je suis Jihad Michel Obala, j'anime le pôle culture, le pôle conseil en fait de Profil Culture, et je suis également consultant en recrutement et consultant en ingénierie culturelle. Et Stéphane Gilles. Bonjour, je suis Stéphane Gilles et je suis consultant en ingénierie culturelle au cabinet Profil Culture Conseil également. Donc, je vais peut-être pas prendre les deux, c'est vrai. Donc, l'objet de cette première partie concerne plus précisément le recrutement et encore plus particulièrement dans une petite structure et une compagnie en fait. Comment est-ce que vous êtes susceptible de vous interroger autour de tous les aspects liés au recrutement. Donc ce qu'on avait envie de partager avec vous, c'était justement ce qu'il faut faire pour ne pas rater son recrutement, ne pas rater toutes les questions qui peuvent se poser à vous dans le choix de la personne, de manière plus prégnante quand il s'agit d'une petite structure ou d'une compagnie, puisque cette dernière a encore moins le droit à l'erreur en fait en termes de risque. Donc l'élément premier, c'est qu'il faut d'abord se connaître, se présenter, donc que la structure puisse parler d'elle, puisse connaître toute son activité, toute son organisation, puis ensuite définir les besoins et pouvoir effectivement contacter les personnes qui peuvent être intéressées par cette annonce ou par ce profil de poste. On va peut-être décliner, vous n'êtes pas nombreux, donc on va aller un peu rapidement sur le principe et puis plutôt réserver le reste de la partie à vos questions si vous en avez, pour rendre les choses peut-être un peu plus dynamiques compte tenu du nombre. Peut-être juste dans un premier temps la question relative à la structure qui doit se connaître pour pouvoir recruter les profils qui lui correspondent. Peut-être Stéphane, tu peux envisager la question de se connaître pour la structure notamment. Dans le cadre du recrutement, en effet, on n'est pas dans la promotion du projet artistique que peut porter la compagnie ou l'équipe artistique, mais plutôt dans la promotion et dans la présentation du projet de la structure, c'est-à-dire de l'association ou de l'entreprise dans le cadre d'une société à statut privé. Donc ce qui est important, c'est d'être en capacité de pouvoir résumer, de pouvoir présenter, de pouvoir expliciter le projet de la compagnie dans sa durée, dans son histoire et dans ses projections. Quels sont les projets artistiques qu'elle va mener, en effet, mais quels sont les partenariats qu'elle souhaite, quelles sont les résidences qu'elle a, quels sont les relais, les coproductions, pour que les personnes qui seraient potentiellement intéressées pour répondre à une annonce puissent comprendre et contextualiser la structure dans un environnement qui est à la fois économique, territorial, géographique, et ainsi de suite. Voilà. Sur les autres éléments, c'est détailler plus précisément les différentes actions de la structure, de la compagnie. Fait-elle que de la production? Fait-elle de la production et de la diffusion? Fait-elle de l'action artistique et culturelle? Mène-t-elle des projets au niveau du territoire européen? C'est-à-dire faire l'énumération de l'ensemble des projets qu'elle a pu ou qu'elle souhaiterait porter pour que les candidats puissent également connaître l'envergure et l'amplitude de l'action que mène la compagnie et qu'elle sorte simplement du critère un créateur, un projet, une exploitation par projet, mais qu'elle se projette sur une amplitude beaucoup plus large, qui soit sur des notions à la fois qui mobilisent d'autres partenaires pour qu'elle puisse comprendre quelles seraient les connexions et quelles seraient les personnes avec qui elle pourrait travailler, et qu'elle comprenne également quelles seraient les envergures des projets qui seraient menés sur le temps. De plus, il faut identifier dans la façon de se faire connaître les compétences qui existent au sein de la structure, au sein de la compagnie, qui fait quoi. Est-ce que le conseil d'administration, est-ce que le bureau a une action dans la gouvernance, dans l'organisation? Est-ce que le directeur artistique déborde sur des fonctions un peu plus administratives? Y a-t-il des soutiens, des appels à des compétences internes ou externes? Un cabinet d'experts comptables, un cabinet d'experts, y a-t-il un commissaire en compte? Enfin voilà, y a-t-il des gens qui interfèrent, qui interviennent dans l'activité de la structure? Ensuite, d'identifier le mode de fonctionnement. Quel est son rythme de travail, quel est son calendrier, quels sont un peu ces différents modes d'intervention, de fonctionnement.
Y a-t-il des périodes de longue préparation? Y a-t-il des périodes de longue exploitation? Y a-t-il des résidences? Y a-t-il des activités festivalières? Enfin, quels sont vraiment les rythmes de la compagnie et quel est son fonctionnement par rapport à ces rythmes-là pour que les éventuels candidats puissent se repérer ou s'identifier sur différents volumes d'activités au cours d'une saison? Y a-t-il une résidence? Y a-t-il une saisonnalité de vos programmations? Des choses de ce terme-là. Et enfin, l'environnement, c'est-à-dire vraiment toutes les personnes qui participent à la vie de l'association ou de la structure. On reviendra sur les notions de gouvernance, mais la participation des bénévoles, la participation des collaborateurs, y a-t-il une forme de fidélité avec des artistes? Y a-t-il une notion de compagnie qui va au-delà de l'emploi sur des partenariats avec des auteurs, avec des interprètes qui sont là de façon régulière dans la vie de l'association et qui alimentent le projet de la structure et qui peuvent éventuellement orienter ou permettre de prendre des décisions sur les projets qui sont menés. Voilà. Et cette question d'environnement est liée effectivement à l'attrait que le poste peut porter à l'extérieur, mais aussi à la connaissance du poste. On a plutôt tendance à dire qu'un recrutement réussi n'est pas un recrutement qui va concerner une personne qui correspond à 100% au poste, mais plutôt celle qui correspond au mieux à l'environnement de la structure, même si elle ne correspond pas à 100% au poste. D'abord parce qu'il faut laisser une marge de manœuvre de progression pour l'intérêt de ce poste, pour la structure elle-même, mais également il faut que cette personne puisse s'adapter à la structure, et que la structure puisse s'adapter à elle. Donc toute cette étude, tous ces éléments que vient de vous donner Stéphane, c'est justement la définition de cet environnement qui permet de réussir au mieux en fait, le recrutement en question. Alors le recrutement, c'est l'environnement, mais c'est aussi le poste, bien entendu. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait, au regard de tout cet environnement, pouvoir définir les missions que l'on veut confier à cette personne que l'on souhaite recruter, les missions qui vont constituer un groupe, et ce groupe de missions va constituer une définition de poste. Et ces missions, on va les interroger par rapport aux missions de la structure. Stéphane parlait justement de l'activité. Quel type d'activité? Donc, quelles sont d'abord les missions de la structure? Ensuite, quelles sont les missions du poste qui vont devoir répondre à ces missions génériques de la structure? Une fois qu'on a défini ces missions, c'est de définir les tâches que doit remplir la personne autour de ces missions, donc de manière extrêmement précise, voire même très détaillée, ce qui ne veut pas dire qu'on va les interroger toutes, mais ça permet de hiérarchiser le tout et que la personne puisse répondre à l'ensemble du dispositif, soit de repérer là où c'est plutôt prégnant et de repérer là où il y a un manque. Et cela permet justement de pouvoir définir ensuite les compétences nécessaires à la personne pour répondre à ce poste. Et ces compétences vont être détaillées à 3 niveaux. Un premier niveau qui est ce qu'on va appeler le savoir, c'est-à-dire tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris de ma tendre enfance, pour le dire, jusqu'au moment où j'ai eu tous mes diplômes. Une fois que je sais comment je vais appliquer ce que je sais, c'est ce qu'on va appeler le savoir-faire. Donc, quelle est la technicité que j'ai eue derrière toute ma connaissance, comment je traduis ma connaissance en savoir-faire. Puis ensuite, le savoir-être, qui est toute la partie comportementale. Voilà tous les éléments qui doivent être identifiés avant de lancer la procédure de recrutement. On attache beaucoup d'importance sur la définition du poste, c'est même la plus grosse partie du recrutement. Pour que le recrutement soit réussi, bien entendu. Pardon, Stéphane. Après, dans l'accueil de la personne après avoir fait la fiche de poste, ce qui est important, c'est d'avoir une forme d'honnêteté par rapport à l'environnement dans lequel on va la recevoir. Trop souvent, on imagine qu'un bureau, une lampe, un ordinateur sont les outils minimums à fournir, alors qu'il peut y avoir aujourd'hui plein d'autres modes de fonctionnement. La numérosisation de nos outils, le téléphone, l'accessibilité des mails, d'autres systèmes d'information nous permettent aujourd'hui d'envisager différemment la relation qu'on peut avoir aux salariés. Dès le départ, envisager avec lui quel est le rythme de travail qu'il souhaite. Est-ce que du télétravail est envisageable? Est-ce que ce télétravail peut être encadré? De quelle façon? Quels sont les outils qu'on met à sa disposition? Y a-t-il un bureau? Y a-t-il un bureau partagé? Ce bureau partagé, est-il avec d'autres compagnies? Dans quelles conditions pourront se faire des rendez-vous? Pourront se faire des entretiens? Pourront se faire des séances de travail? Donc d'être vraiment dans l'énumération et dans l'énonciation de l'ensemble des moyens et des outillages qui peuvent être mis à disposition. Ensuite, c'est penser la durabilité de cet emploi. Avons-nous besoin d'un emploi sur une mission particulière?
avec une phase de diagnostic, de mise en œuvre et d'évaluation? Peut-on la définir sur une durée préalable? Peut-on envisager une pérennisation de cet emploi? Cette pérennisation est-elle conditionnée à des aides, à des projets complémentaires? Donc d'être dans une capacité de pouvoir être dans la perspective avec le salarié que l'on recrute, de lui expliquer si on envisage les choses à plus de 12 mois, à plus de 24 mois ou sur des choses dans d'autres considérations. Et par rapport à cela, va s'enchaîner la question sur l'emploi et sur le type de contrat qu'on peut proposer. Et il est important de ne pas forcément rentrer directement sur un format CDI, mais d'envisager d'autres types de contrats qui peuvent être évolutifs au vu des projets de la pérennisation de l'emploi et de bien réfléchir à la période d'essai dans ce recrutement-là et de réfléchir également à la question du renouvellement, de l'intermittence et de trouver la bonne formule au vu des volumes et au vu de l'action qui est proposée. Et enfin, se poser la question par rapport au contrat qui est proposé sur les aides que l'on peut solliciter, que l'on peut mobiliser au moment de la création du poste. Y a-t-il des aides au vu du statut même du salarié, au vu de ce qu'il est, de ce qu'il était, de là où il vient, de quel est son parcours, ou y a-t-il des aides qui sont spécifiques au type de contrat qu'on est en train de proposer, qui vont de l'apprentissage à des contrats aidés par Pôle emploi ou à d'autres situations? Voilà. Donc, cela veut dire qu'à ce stade-là, nous avons effectivement la définition du profil du poste à recruter, le descriptif de l'environnement de la structure. Et l'écueil, c'est de traduire directement l'annonce. Nous recevons, pour la plupart des donneurs d'ordre qui viennent chez nous, qui veulent diffuser une annonce, ils commencent par définir l'annonce et écrire l'annonce, parce qu'elle reprend une partie du descriptif de poste, c'est vrai, mais on vous invite à porter une attention forte au profil du poste qui, lui, dépasse le cadre de l'annonce, puisqu'il tient compte, comme on vient de le dire, de l'environnement de la structure, comme on vient de le dire également, les moyens dont dispose la structure, à la fois financiers en termes économiques, et également toutes les missions que la personne est susceptible de rendre de manière hiérarchisée, en fonction du poste, bien entendu. Et à partir du moment où on a défini tout cela, ce n'est qu'à ce moment-là qu'une annonce peut être écrite et ensuite diffusée. Et là, il faut choisir effectivement le canal de diffusion. Bien entendu, il va dépendre du poste, mais nous invitons assez régulièrement de mixer à la fois la question de la diffusion et la question des réseaux. Les deux vont de pair. Aujourd'hui, il n'y en a pas un qui pallie l'autre, plus précisément. Et dans l'annonce, également interroger la durée de parution de l'annonce. On a tendance à la vouloir plus courte parce que ça permet de recruter rapidement. Et en fonction du poste, il est souvent conseillé de la laisser encore circuler parce que les bonnes candidatures arrivent souvent en fin de parution et non pas en début de parution. Bien qu'il n'y ait pas de règle à 100% de ce que je viens de dire, bien entendu, mais c'est une règle générale que nous avons notée. Et également la territorialité, bien sûr. C'est-à-dire que je vais passer mon annonce de sorte à toucher une cible. Le recrutement, c'est également du marketing dans un certain sens. Donc je vais essayer de toucher une cible et je vais du coup circonscrire un territoire qui permet de toucher cette cible. Une fois qu'on a passé l'annonce, on va sélectionner les CV en essayant d'être toujours dans le jeu, c'est-à-dire moi la structure, lui le candidat et ce qu'on peut construire ensemble de toute manière. Donc essayer de retrouver tous les points communs et qui corroborent à la fois le profil de poste et le dispositif d'emploi. Préparer les entretiens, essayer de ne pas être seul dans ces entretiens, essayer d'être le plus objectif possible, de ne pas se laisser submerger par la question de la subjectivité justement et des impressions. En règle générale, mon évidence n'est pas celle de l'autre. C'est ce qu'il faut garder en permanence dans la tête et dans le descriptif. Voilà, dans un premier temps, une fois les entretiens ayant eu lieu, les entretiens peuvent avoir lieu. Alors nous les conseillons à deux niveaux. Un premier niveau sur un entretien téléphonique pour faire ce qu'on appelle une préqualification. Puis un second niveau, ce sont des entretiens en direct, de visu, ce qui permet de pouvoir se rencontrer et se voir en fait et vérifier que le cadre subjectif, parce qu'il existe et on ne peut pas le nier, passe quand même en fait à ce moment-là. Et petite conclusion nécessaire, n'oubliez pas de faire des prises de référence. Elles sont souvent oubliées et c'est ce qui permet souvent de faire la différence entre deux candidats pour lesquels nous hésitons. Et
une fois le tout terminé, n'oubliez pas que vous pouvez vous-même être candidat à un poste, donc n'oubliez pas de répondre aux candidats. C'est assez régulièrement oublié, pour être tout à fait honnête, et même, je peux même dire trop oublié. Merci pour la réflexion. Et nous avons ces retours de manière assez régulière au niveau du site. En fait, les candidats, une fois qu'on a choisi un candidat, on oublie tous les autres. Et on oublie qu'on peut soi-même être candidat à un moment donné et que c'est fort appréciable d'avoir une réponse. Voilà. Nous allons arrêter là sur ce point-là. Si vous avez des questions, ça nous permet justement de rebondir sur l'ensemble de vos questions. Vous avez des questions? Vous avez des questions? J'ai pas entendu. Mais allez-y. Allez-y. Eh oui. Moi aussi, je suis arrivée un peu en retard, donc du coup, j'ai pas totalement saisi bon, j'ai compris qu'il s'agit de recrutement, mais c'est adressé donc aux compagnies. C'est adressé à toutes les structures et plus particulièrement aux compagnies. D'accord. Puisque la procédure de recrutement ne sera pas forcément différente parce qu'on est une compagnie. En revanche, on va tenir compte davantage du rythme de la compagnie et de la prise de risque qui est peut-être plus forte pour certaines compagnies plutôt que pour d'autres. D'accord. Est-ce que parce que là, vous parlez des sites généralistes ou vous-même, vous avez un... Alors, effectivement, j'ai pas forcément précisé le site, parce que le site doit correspondre au profil du poste que vous cherchez et au secteur d'activité que vous souhaitez toucher. En ce qui nous concerne, on est effectivement un site qui est spécialisé dans le secteur culturel, puisque voilà, l'ensemble des annonces, en tout cas des fonctions support, passent par le biais de notre site qui est Profil Culture. Mais il nous arrive également, pour certains emplois, d'élargir par rapport à notre site, soit parce que nous avons des partenariats avec des parutions presse, en fait, pour venir compléter la diffusion sur notre site, soit également en allant vers des sites plus généraux, en fait, notamment le Pôle emploi pour certains postes. Voilà. Donc ça dépend vraiment du poste et du secteur d'activité. Donc vous-même, lorsque vous travaillez par exemple avec Pôle emploi, vous conseillez en fait des annonces qui soient un copier-coller de ce que demande Pôle emploi ou... Alors, nous ne travaillons pas directement avec le Pôle emploi. C'est-à-dire que c'est plutôt nous qui allons frapper à la porte du Pôle emploi. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est plutôt les structures qui viennent s'adresser à nous pour trouver soit des candidats, soit pour diffuser. Alors, soit elles décident de passer exclusivement sur notre site, soit nous sommes dans la procédure de recrutement et que nous savons que pour ce poste, précisément, on aura plus de chances d'élargir le principe de recrutement et c'est nous qui contactons le Pôle emploi pour diffuser notre annonce chez eux. Donc ça voudrait dire effectivement qu'on a recréé l'annonce dans sa totalité en fonction de tous les dispositifs qu'on vient d'énumérer ensemble sur la partie annonce. Puisque l'annonce n'est qu'un résultat de tout le questionnement que vous pouvez porter au sein de l'entreprise, dans son environnement et dans le profil du poste lui-même que vous devez trouver. C'est à vous maintenant. Oui. Peut-être pour la deuxième partie de la conférence qui concerne le crédit d'emploi, Vincent et Aurélien. Crédit d'impôt, excusez-moi. Je suis parti dans ma lancée du recrutement, donc du coup, voilà. Vous avez fait fuir tout le monde. Hein? On vous a même pas applaudi. C'est vrai. Bon, merci Jihad et Stéphane pour cette présentation sur le recrutement. On va attaquer la deuxième partie, donc, qui a pour objet donc, le crédit d'impôt, les crédits d'impôt en général. En effet, c'est bien de recruter, mais il faut financer ces recrutements. Et l'impôt, qui est souvent considéré comme une charge, peut être aussi une opportunité. Et c'est ce qu'on va vous décrire avec Vincent. Donc, on est tous deux experts comptables du cabinet LECAC, l'expertise conseil pour l'activité culturelle. Et on va vous présenter le crédit d'impôt compétitivité emploi,
le crédit d'impôt phonographique, le crédit d'impôt d'apprentissage et le crédit d'impôt des spectacles vivants, musicaux et de variété. Tout un programme. D'abord, en préambule, on va juste préciser que qui dit crédit d'impôt dit fiscalisation. Donc ça s'adresse à toute structure fiscalisée. Donc c'est déjà une première étape qu'il ne faut pas oublier. Je vais laisser la parole à Vincent qui va vous parler du crédit d'impôt compétitivité emploi. Et donc, tout à fait. Et donc, Vincent, sur le crédit d'impôt compétitivité emploi, quelles sont les conditions pour y accéder? Alors, bien sûr, on parle. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu, mais bon. Mais derrière, il n'y a rien, je vous rassure. On ne vend rien. Hein. Il n'y a pas de réduction non plus aujourd'hui. Donc, le crédit d'impôt compétitivité emploi, bien sûr, il existe depuis 2013. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, pour être éligible, tout simplement, il faut employer des salariés. Si vous n'avez employé aucun salarié durant l'année civile, vous n'aurez pas le droit au crédit d'impôt. C'est bien sûr une base. Il faut être aussi soumis au régime réel d'imposition. Donc, les micro-entreprises ou les auto-entrepreneurs seront exclus du système du CICE. Je vais dire CICE plutôt que crédit d'impôt compétitivité emploi, ce sera plus simple. Et donc, il faut être soumis soit à l'impôt sur les sociétés, soit à l'impôt sur le revenu. D'accord ? Donc, c'est un crédit d'impôt sur la période 2013-2017. Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations sur l'avenir et le futur du crédit d'impôt, le CICE après 2017, en 2018 et les années futures. Donc, pour l'instant, c'est la 4e année que ça existe. C'est donc sur la base, sur les salaires. Donc, il faut tout simplement que ce soit sur les salaires qui sont inférieurs à 2,5 fois le SMIC. Alors, j'ai fait un calcul parce que tout le monde ne connaît pas le SMIC et 2,5 fois. Donc, ça fait donc par mois 3 666 €. Donc, les salaires qui seront inférieurs ou égaux à ce montant-là seront éligibles. Et tout salaire au-dessus de ce montant ne sera pas éligible au crédit d'impôt. C'est-à-dire qu'à l'année, c'est exactement 44 000 €. Donc, si vous avez un salaire de 44 000 € à l'année, vous aurez droit à un crédit d'impôt de 2 640 €. Et si vous êtes au-dessus, vous avez droit à 0. Voilà, donc c'est un calcul, il faut faire attention. Dès que vous dépassez, vous n'êtes plus éligible à ce crédit d'impôt. Donc, au niveau des rémunérations, des salaires de la base, il faut prendre donc tous les salaires, donc que ce soit donc le brut, les heures supplémentaires, vous avez droit aussi donc aux primes, aux congés payés. Après, les seules rémunérations exclues, ce seront les rémunérations des stagiaires. Voilà. Tout le reste sera à prendre en considération. Une seule obligation légale à respecter, c'est donc de déclarer ces sommes sur votre déclaration URSSAF mensuelle ou trimestrielle, tous les mois, donc tous les trimestres, la base qui va être éligible à ce crédit d'impôt. D'accord ? Alors, au niveau des taux, donc, qui dit crédit d'impôt dit un montant et donc une base de calcul avec un taux. En 2013, le taux était de 4%. Et donc, à partir de 2014 jusqu'à 2017, il est de 6% sur le montant de la rémunération. Donc, sur le calcul, je vous disais, pour 44 000 €, ça fait 2 640 €, ce qui n'est pas donc négligeable, ce qui peut être donc un montant important. Il y a aussi donc d'autres taux, c'est pour les dom-tom, il est de donc 7% pour 2015, mais bon maintenant, et en 2016 jusqu'en 2017, il est de 9,5%. Alors, ce crédit d'impôt, qu'est-ce qu'on va en faire ? On a un crédit d'impôt qu'on va évaluer, on va dire qu'il fait 10 000 €. Si vous avez un impôt à payer, que ce soit donc un impôt sur les sociétés ou un impôt sur le revenu, il va venir en déduction. D'accord ? Donc, si vous avez un montant supérieur de 15 000 €, on va déduire le montant que vous avez calculé et vous paierez uniquement le solde. À l'inverse, si le montant est inférieur de l'impôt que vous devez payer par rapport à ce crédit, vous allez avoir donc un excédent qui va être soit à imputer sur les impôts futurs, soit restituable. C'est donc un crédit d'impôt restituable immédiatement dans le cadre des PME. Donc PME au sens communautaire, donc c'est associations ou des sociétés détenues à 75%
minimum par des personnes physiques. Donc voilà. Autrement, il est remboursable au bout de 3 ans, quoi qu'il arrive, si vous êtes une PME de plus de 250 salariés. Voilà pour ce crédit d'impôt. Alors, est-ce que vous le connaissiez, ce crédit d'impôt compétitif et emploi, ou pas du tout? À part ceux qui vont participer ou à la conférence. Donc, vous le connaissiez ou pas du tout? Oui. Merci Vincent pour ce crédit d'impôt compétitivité emploi qui est en lien direct avec le thème d'avant. Maintenant, on va passer à un autre crédit d'impôt, la production phonographique, donc, qui vient plus en soutien de la création peut-être. Alors, ce crédit d'impôt, il vient plutôt sur les sociétés ou les structures donc, qui produisent des CD. En général, c'est ça, hein, donc de la musique. Là, on va avoir plutôt des crédits d'impôt liés à votre activité. Alors, vous avez dû en entendre parler, parce que c'est un crédit d'impôt qui existe quand même depuis maintenant 10 ans. Il a été mis en place en 2006, et en général, c'est pour des années de 3 ans. Et donc là, il vient d'être renouvelé pour les années 2016 à 2018, pour les structures qui produisent donc des CD. Alors, pour être éligible, il y a quand même 2 choses qui sont importantes. Donc, pour être éligible à ce crédit d'impôt, vous devez déposer une demande d'agrément. Une demande d'agrément provisoire. Et bien sûr, à la fin, vous aurez une demande d'agrément définitive qui va valider votre crédit d'impôt et le montant qui sera déterminé. Donc, cet agrément provisoire, il est fait auprès du ministère de la Culture. Donc, vous devez déposer un budget, le détail de votre CD avec les titres qui vont être produits. Et vous avez un comité d'experts qui va donc évaluer si cette production va être éligible à ce crédit d'impôt et donc qui va vous donner un agrément provisoire. Dès que cet agrément provisoire est déterminé et donc établi, vous allez pouvoir lancer vos dépenses, parce que toutes les dépenses qui seront faites avant cet agrément provisoire ne pourront pas être prises en compte dans le crédit d'impôt définitif que vous allez établir. Ensuite, bien sûr, comme on dit crédit d'impôt, vous allez devoir aussi soumis à l'impôt sur les sociétés. Et donc à l'inverse du CICE, donc seulement les impôts sur les sociétés et pas l'impôt sur le revenu. D'accord ? Okay. Ce qui est important aussi, c'est que vous devez avoir une activité de production de disques, que ce soit à titre principal ou à titre accessoire. Ce qui a changé par rapport donc, aux périodes d'avant, vous deviez avoir une activité principale de production de disques. Maintenant, vous pouvez avoir une activité accessoire. Ça rentrera donc dans le principe. Donc, ainsi, nouveau changement donc, sur la période 2016-2018, vous devez avoir, votre structure doit avoir seulement une année d'existence, alors que les années d'avant, les crédits d'impôt d'avant, sur les périodes d'avant, devaient avoir au moins 3 années d'existence. Voilà, donc on simplifie, on élargit à plus de structures pour pouvoir donc, que vous soyez éligible à ce crédit d'impôt. Donc ensuite, bien sûr, vous devez avoir des dépenses de production et de développement, c'est toutes les dépenses qui vont être prises en compte, donc bien sûr, ça va être les salaires des artistes, la promotion, la publicité, la conception du CD. Toutes ces dépenses vont être prises en compte. En plus, donc, nouveauté pour la période 2016-2018, vous allez pouvoir en prendre en considération, je vais juste vérifier, donc c'est le salaire du dirigeant, donc, qui n'était pas le cas avant, dans un maximum de 45 000 € par an, ce qui est déjà quand même pas mal. Oui. Donc ensuite, donc ça c'est dans le principe général pour être éligible. Qu'est-ce qu'on va pouvoir, quels CD vont pouvoir être éligibles à ce crédit d'impôt? Donc on dit que ce sont des dépenses pour des productions de nouveaux talents. Alors je vais vous donner quand même la définition de nouveaux talents. Ce sont donc des artistes ou des collectifs, des groupes qui n'ont pas produit plus de 2 CD ayant été vendus à plus de 100 000 exemplaires. Donc, si vous avez vendu plein de CD, mais moins de 100 000 exemplaires, vous serez éligible au crédit d'impôt sur les nouvelles productions. Et si ce n'est pas le cas, dès que vous en avez produit 2, si vous produisez voilà, un nouveau disque, vous ne pourrez pas bénéficier de ce crédit d'impôt phonographique. Voilà. Après, il y a aussi une importance au niveau de la langue.
Bien sûr, il y a beaucoup de disques où il n'y a que de la musique, donc ça ne posera pas de problème. Mais sur les musiques qui vont être enregistrées, où il y aura donc des textes, la moitié des textes doivent être en langue française ou régionale. Le reste peut être en langue, on va dire, en anglais principalement ou en langue étrangère. Donc, ce qu'il faut aussi retenir, que ce n'est pas le disque qui doit avoir la moitié en langue française et la moitié en langue étrangère, c'est la société qui produit des disques. La moitié de leur production doit être en langue française ou régionale. Voilà. Donc, si vous pouvez produire totalement un disque en langue étrangère qui pourrait être retenu. Il suffit que votre société, votre structure produise au moins la moitié en langue française. Donc ensuite, le taux du crédit d'impôt. Donc, il est de 30% pour les PME, donc moins de 250 salariés, ce qui est quand même aussi un montant important. Et donc pour les PME qui ont plus de 250 salariés, ça va être 15%. Ça reste quand même important. En plus, au niveau donc, du montant maximum des dépenses que vous allez pouvoir faire pour ce crédit d'impôt, donc par CD, ça va être 350 000 €. Donc au-delà, vous pouvez toujours avoir des dépenses, mais ça ne rentrera pas dans ce calcul. Et donc chaque société qui produit des CD sera plafonnée au niveau des dépenses à 1 100 000 € par an. Bien sûr, ce crédit d'impôt aussi est restituable, si c'est souvent le cas, si vous payez donc moins d'impôts à l'année par rapport à ce que vous avez consommé. Voilà pour le crédit d'impôt phonographique. On va passer, Aurélien, donc, au crédit d'impôt un peu plus généraliste déjà, qui est le crédit d'impôt apprentissage. Merci Vincent. Donc on revient sur une aide à l'emploi quelque part, avec le crédit d'impôt apprentissage. Donc la condition pour bénéficier du crédit d'impôt apprentissage, donc d'abord être fiscalisé, donc comme pour tous les autres crédits d'impôt, et ensuite accueillir un apprenti, c'est la base. Donc à partir du moment où on accueille un apprenti au moins un mois, on est éligible au crédit d'impôt apprentissage. Ce crédit d'impôt est non négligeable puisqu'il est de 1 600 € pour une période de 12 mois, à proratiser en fonction du temps d'accueil de l'apprenti. Il y a depuis 2014 eu quelques changements, ça s'est un peu durci, et le crédit d'impôt porte uniquement sur la première année de cycle de formation, et uniquement également pour les apprentis qui préparent un bac+2, donc type BTS ou DUT. Voilà. Avant, ça portait sur l'ensemble des diplômes. Cependant, il peut être porté à 2 200 € ce crédit d'impôt si on accueille un apprenti handicapé ou un apprenti âgé de 16 à 25 ans avec un accompagnement d'accès à la vie professionnelle, ou encore un apprenti dans le cadre d'une entreprise ayant le label patrimoine du vivant. Et encore, une dernière possibilité, si le contrat d'apprentissage est un contrat dans le cadre du volontariat pour l'insertion. Voilà. Donc, toutes ces conditions portent le crédit d'impôt pour 12 mois à 2 200 € et non à 1 600 €. Sinon, c'est un crédit d'impôt bien plus simple que le phonographique à obtenir, puisque la simple formalité, c'est de faire une déclaration. Donc, avoir un apprenti, faire une déclaration en fin d'année et obtenir donc, ce crédit d'impôt qui peut aller jusqu'à 1 600 €. Et il est également restituable. C'est-à-dire que si vous ne payez pas d'impôt, puisque vous avez fait un déficit par exemple, l'État vous verse 1 600 €. Voilà. C'est toujours bon à prendre. Donc c'était un crédit d'impôt assez simple et qui s'applique à toutes les structures, mais il y a eu une nouveauté au 1er janvier 2016 qui est le crédit d'impôt spectacle musical. Alors est-ce que peux-tu nous en dire plus, s'il te plaît ? Tout à fait. Donc la nouveauté 2016, annoncée par la ministre de la Culture avant de partir, elle n'a pas eu le temps de le voir, mais en tout cas elle l'a annoncé, c'était le spectacle vivant musical et de variété. Donc ce crédit d'impôt, il se rapproche du crédit d'impôt phonographique dans sa conception et dans son éligibilité. Cependant, petite chose à retenir, les deux ne sont pas complémentaires, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre des dépenses éligibles à ce crédit d'impôt et aussi au crédit d'impôt phonographique. Ce sera soit l'un, soit l'autre. Il faudra faire un choix. Mais là, on est dans le cadre du spectacle vivant musical, donc c'est-à-dire qui dit spectacle vivant, donc c'est qu'il doit y avoir de la scène et non l'enregistrement.
Alors, comme pour le crédit d'impôt phonographique, pour ceux qui ont suivi, il y a donc une demande d'agrément provisoire qui doit être faite préalablement auprès du ministère de la Culture, auprès du même service à première vue que le crédit d'impôt phonographique, sachant que ça n'a pas encore été précisé. Mais il faut faire cette demande de crédit d'impôt provisoire pour pouvoir d'agrément provisoire pour pouvoir être éligible. Et les dépenses sont éligibles à partir du 1er janvier 2016. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pour cette année 2016. L'agrément définitif sera, lui, délivré par également un comité d'experts dans la limite de 42 mois. Donc une fois qu'on a obtenu l'avis provisoire, il ne faut pas oublier de faire la déclaration et la demande définitive, puisque si on dépasse le délai de 42 mois, eh ben, c'est perdu et on ne bénéficie pas du crédit d'impôt, ce qui est dommage. Donc dans les conditions, donc, être soumis à l'impôt sur les sociétés et surtout être un entrepreneur du spectacle vivant, puisque ça s'intéresse vraiment au secteur. Donc c'est être entrepreneur du spectacle vivant, c'est-à-dire exploitant d'un lieu de représentation, de production, de diffusion de spectacle. Et il faut avoir à sa charge la création du spectacle. Donc il faut être le producteur délégué du spectacle. Hein. On ne peut pas demander le crédit d'impôt au titre d'une coproduction qu'on apporterait. Hein. Il n'y a pas de condition d'ancienneté. Donc contrairement au crédit d'impôt photographique qu'il y avait avant, maintenant vous pouvez être une jeune entreprise de création et directement avoir accès à ce crédit d'impôt. Et il faut être une entreprise française ou d'un pays de l'Union européenne, du Liechtenstein, de l'Islande ou de la Norvège. Par contre, avec des coûts majoritaires en France. Il y a une question de territorialité, donc il faut que la majorité des coûts se passe sur le territoire français. Donc ça nous amène aux dépenses qui sont prises en compte, au-delà de la territorialité. Il y a donc les salaires, donc tous les salaires qui sont imputables directement au projet artistique, mais également le salaire du dirigeant. Et là, Vincent, contrairement à 45 000 € sur le phonographique, on est à 50 000 sur le spectacle vivant. Donc ils sont mieux payés. Je ne sais pas s'ils sont mieux payés, mais en tout cas, on a une plus grosse somme qui est éligible. Donc quand on parle de salaire plus charge sociale. Donc dans la limite de 50 000 €, le dirigeant peut passer une partie de son salaire donc, sur ce crédit d'impôt. Ensuite, on a les dépenses de création, d'exploitation, de numérisation de l'œuvre, qui sont éligibles au crédit d'impôt, et les coûts d'hébergement qui sont, eux, plafonnés à 270 € par nuitée. Donc voilà, bon, en plein festival, 270 €, ça peut s'atteindre. Il faut faire attention quand même. Les dépenses doivent être effectuées donc, en France principalement, mais aussi les dépenses admissibles dans des pays de l'Union européenne, du Liechtenstein, de l'Islande et de la Norvège. Enfin, il y a également une condition par rapport à la création. Donc, comme pour le crédit d'impôt phonographique, on encourage les jeunes talents. Et donc, qui dit jeunes talents, la définition, les nouveaux talents. Un nouveau talent, c'est un groupe ou un artiste qui n'a pas fait plus de 12 000 entrées payantes sur les 3 dernières années, à l'exception des festivals. Voilà. Donc, à partir du moment où on n'a pas fait plus de 12 000 entrées payantes sur les 3 dernières années, à l'exception des festivals, on est considéré comme un nouveau talent. Et donc, on est éligible à la création au spectacle vivant musical. Donc, 12 000 entrées payantes, ça laisse un petit peu de marge pour être éligible. Enfin, les PME sont avantagés, puisque à partir du moment où on a moins de 250 employés, on fait moins de 50 millions € de chiffre d'affaires et on a un bilan inférieur à 43 millions €, et ben ce crédit d'impôt est de 30% de la dépense. Et si on n'est pas considéré comme une PME, on est à 15%. Cependant, la base, oui, alors c'est 30% si on est considéré comme une PME, et une PME, c'est moins de 250 salariés, moins 50 millions € de chiffre d'affaires et moins de 43 millions € de total bilan. Ça va. On a un petit peu de marge. En tout cas, les structures culturelles avec lesquelles on travaille ont un peu de marge. Cependant, l'assiette n'est pas indéfinie, puisque c'est limité à un montant total de création de 500 000 €. Donc c'est montant total de création limité à 500 000 €, 30% de 500 000 €. Hein, voilà. Moi, j'ai pas fait comme Vincent, j'ai pas fait le calcul avant, mais ça fait une belle somme. 150 000. Ouais. Combien ? 150 000. 150 000. Merci. De tête.
Merci. Par contre, il est également limité au total de la structure à 750 000 euros. C'est-à-dire que vous pouvez faire financer plusieurs productions, donc dans la limite de 500 000 euros chaque production. Et au total, au niveau de votre structure, ce n'est pas plus de 750 000 euros en crédit d'impôt. 750 000 euros en crédit d'impôt, c'est pas mal. Ça se prend. Et en plus, c'est restituable. Donc, c'est-à-dire que si vous ne payez pas 750 000 euros d'impôt, ce que je vous souhaite, dans ces cas-là, l'État vous rembourse les 750 000. Voilà. Donc, voilà comment obtenir 750 000 euros. Mais au préalable, merci d'en dépenser déjà au moins 500 par production. Oui. Et être un jeune talent. Voilà. Mais un nouveau talent. C'est pas un jeune talent. Il n'y a pas la notion de jeune. J'ai peut-être dit jeune et c'était un excès de langage. C'est nouveau talent. Hein. Nouveau talent. Et je rappelle quand même les conditions du nouveau talent. C'est 12 000 entrées payantes sur les 3 dernières années. Ouais. C'est vrai. À l'exception des festivals. Donc, non, ça va. On doit trouver des gens qui sont éligibles. Voilà pour ce crédit d'impôt. On va passer les questions après, vous inquiétez. Aurélien, j'ai une question. Tu as dit spectacle vivant musical. C'est-à-dire que je suis une compagnie de théâtre, je n'ai pas droit. S'il n'y a pas de musique ? Il n'y a pas de musique ? Non. S'il n'y a pas de musique, non. S'il y a uniquement spectacle musical et de variété. Donc, malheureusement, ce crédit d'impôt ne s'adresse pas aux structures pour lesquelles il n'y a pas de musique. On est plutôt sur les comédies musicales ou ce genre de choses, ou des opérettes ou des choses comme ça. J'ai juste une dernière question. On a parlé de 4 crédits d'impôt. Est-ce qu'on peut les cumuler ? Je suis une structure, j'ai le droit aux 4 ou pas ? Alors, voilà, j'ai entre un et choisis le meilleur. Alors, le CICE est cumulable avec le CICE, donc le crédit d'impôt compétitivité et emploi, est cumulable avec les autres crédits d'impôt. Pour le crédit d'impôt spectacle vivant musical et de variété, il n'est pas cumulable. Alors, il est cumulable avec le crédit d'impôt phonographique au sens où on peut y faire financer, mais pas les mêmes dépenses. C'est-à-dire que si on a une production globalement à 1 million d'euros, on demande pour 500 000 euros de dépenses le crédit d'impôt spectacle vivant, musical et de variété. Et pour 500 000 euros de dépenses, si c'est dans le cadre de l'enregistrement et autres, on peut faire appel au crédit d'impôt phonographique. Mais on ne peut pas faire financer les mêmes dépenses avec le même crédit d'impôt. D'accord. Voilà. Donc le conseil, c'est de créer une société, une structure qui fait de la musique, qui produit des disques, des spectacles musicaux. Si ça rentre dans notre champ artistique, oui. Ça, on sera bien. Ou c'est de chanter sur scène quoi qu'il arrive. Voilà. Oui, on va peut-être passer un micro et on vous répondra. Juste sur ce dernier crédit d'impôt, en fait, moi, j'ai découvert il y a quelques mois et du coup, j'ai appelé mon comptable, évidemment, pour savoir comment on l'appliquait et tout ça. Et en fait, elle a recherché et il ne s'applique pas encore, en fait. Apparemment, le papier n'est pas encore signé. Donc, c'est-à-dire qu'il est en cours, il est sur les rails, mais que si ce n'est pas encore applicable. Du ministère, il n'y a rien, parce qu'on a été vérifié. Mais il faut quand même envoyer une demande d'agrément. Quoi qu'il arrive, après, au moins ça... Donc, ce qui était à peu près sûr, c'est que toutes les dépenses là actuelles ne pouvaient pas être prises en compte. Tout ce qui est dépensé en 2016, puisque le papier n'était pas signé. Donc, ce sera réellement applicable. Ce qui est bien dommage, mais bon, bien sûr, ils ont annoncé quelque chose et après, ça met du temps apparemment à se mettre en place. Prend du temps. Oui. Mais le conseil comme vient de le préciser Vincent, le conseil à faire tout de suite, c'est quand même d'envoyer une demande d'agrément provisoire. Mais oui. Sachant qu'aujourd'hui, en effet, il n'y a pas eu de décret d'application et ils n'ont pas précisé quel service du ministère de la Culture doit recevoir la demande d'agrément provisoire. Mais globalement, on peut vraiment s'inspirer, parce que vous avez vu que dans les textes, ils se sont inspirés du crédit d'impôt phonographique. Donc si on l'envoie au même endroit, généralement, ça doit marcher. Mais il faut quand même lancer la demande de provisoire si on veut avoir une chance d'avoir des dépenses éligibles. D'accord. Et dernière petite question encore sur ce dernier crédit d'impôt. Nous, évidemment, on est une petite société qui fait du spectacle vivant, parfois musical, parfois non, mais est-ce que du coup c'est lié à un code APE ou à un truc technique qui fait que vous avez c'est tous le même code APE, 9001Z, 9001Z, c'est vraiment sur ce que vous allez spectacle produire. Vivant. Oui, bien sûr, mais c'est phonographique, je sais que ça va être d'autres codes et donc non applicable, même si nous on décide de faire un CD musical. Non, vous pouvez, parce que maintenant c'est aussi accessoire. Votre activité ne doit pas être principale sur la production. Voilà. C'est le changement sur 2016-2018. Mais j'en ai parlé avant. D'accord, je venais tout juste d'arriver. C'est pas grave, mais voilà, vous pouvez aussi. Pour ça que... D'accord, très bien. Oui, c'est juste un détail. Quand vous avez parlé des producteurs éligibles, vous avez parlé de lieux.
Mais on est bien d'accord qu'une compagnie sans lieu, c'est possible. Non, mais il me semblait la condition, c'est qu'il faut être. Oui, j'ai parlé d'exploitant d'un lieu. Oui, mais du coup, si on. Ou sinon, non, mais si vous exploitez pas le lieu, vous êtes aussi éligible. Il faut être entrepreneur du spectacle vivant. Non. Ouais, voilà. Il faut être entrepreneur du spectacle vivant. Et surtout avoir à sa charge la production. C'est surtout ça la condition. Voilà. Oui, alors c'est. Je veux bien, mais. Bonjour. Bonjour. Je me place sur un plan tout à fait hypothétique. C'est un spectacle hier soir qui m'a fait penser à cela maintenant en vous entendant. Mes petites filles m'ont entraîné voir le spectacle d'Artus. Et Artus a présenté, avant de commencer son spectacle, un nouveau talent. Or, ce nouveau talent, c'est Christophe de Chavannes qui pense se lancer dans le spectacle vivant, humoristique, etc. Il nous a donné un petit extrait, un aperçu, oui, de son talent d'humoriste. Bon, on en reparlera. Mais la question que je me posais à partir de cela, c'était est-ce que vous le considéreriez comme un nouveau talent? Je ne pense pas qu'il soit dans le besoin, mais bon... Je ne connais pas sa situation financière. Est-ce que la notion donc, de nouveau talent ne risquerait-elle pas d'être détournée de son sens dans ce cas-là? Non, puisque les critères, c'était 12 000 entrées payantes sur les 3 dernières années. S'il n'a rien fait, rien produit, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas un nouveau talent. Après, il faut qu'il fasse un peu de musique s'il veut qu'il soit éligible au crédit d'impôt spectacle vivant musical. Voilà. Désolé de vous avoir imposé un scoop. Non, mais c'est pas grave. Hein. Merci. Là, on parlait d'un artiste, mais c'est pour la structure qui va le porter. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les crédits d'impôt? Moi, je voulais juste dire. Oui. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé plus des emplois aidés et tout ça, des crédits d'impôt pour les emplois. Je voulais juste faire part d'une expérience, c'est que nous, du coup, comme on est une entreprise et pas une association, on va pouvoir embaucher une doctorante pendant 3 ans et du coup bénéficier du CIFRE qui couvre justement 30% des dépenses d'un emploi haut gradé, je vais dire, intellectuellement, quoi, voilà, qui va pousser du coup les recherches artistiques qu'on peut faire dans notre société. Tout à fait. Donc là, nous, on n'a vu que 4 crédits d'impôt, il y en a plein d'autres. Mais on a essayé de cibler sur ceux de la profession et ceux qui étaient vus en général, dans toutes les structures. Effectivement, plus ça va, plus il y a de la collaboration art et technologie, et que plus on y va, plus la recherche rentre en jeu. Et quand on est une association, on ne peut pas bénéficier de ce chiffre, en fait, de cette aide qui est quand même une grosse aide, de 30% aussi. Oui, c'est pas mal. Merci pour ce retour. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des points à soulever? Est-ce que ça s'applique? Vous pensez que ça va s'appliquer pour vous? Non? Oui? D'accord. Bah, tant mieux. Donc ça aura au moins servi. Pas sur de nouveaux talents à 500 000 €, mais... Oui. Eh bien, on vous remercie et on vous souhaite une bonne après-midi. Merci.